Les aliments du quotidien qui pourraient nourrir les cellules cancéreuses. Le cancer n'apparaît généralement pas à cause d'un seul facteur. Pour beaucoup de gens, une partie du risque provient de la génétique, de l'âge et parfois de la simple malchance. Mais cela ne signifie pas que tout échappe à votre contrôle. L'environnement à l'intérieur de votre corps a son importance. Votre glycémie compte. Vos niveaux d'insuline comptent. L'inflammation chronique compte. La santé de votre intestin compte. Et l'un des facteurs les plus importants qui façonnent cet environnement interne chaque jour est la nourriture et les boissons que vous consommez. Certains aliments ne causent pas le cancer directement du jour au lendemain. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le cancer. Mais certains aliments de tous les jours peuvent pousser votre corps vers les conditions exactes dans lesquelles les cellules cancéreuses ont tendance à prospérer. Plus de glucose, plus de signaux de croissance, plus d'inflammation et une protection plus faible de votre système immunitaire. Et ce qui est effrayant, c'est que beaucoup de ces aliments semblent tout à fait normaux. Certains sont commercialisés comme étant pratiques. Certains sont considérés comme inoffensifs. Certains sont même perçus comme étant sains. Donc, dans cette vidéo, nous allons analyser les aliments et les boissons du quotidien qui peuvent créer un environnement plus propice au cancer à l'intérieur du corps, pourquoi la science qui les sous-tend est importante et comment de petits changements dans votre alimentation quotidienne peuvent aider à orienter votre corps dans une direction plus sûre. Partie 1. Pourquoi l'alimentation peut modifier l'environnement interne du corps? Lorsque les gens entendent mordre le mot cancer, ils ne pensent souvent qu'à la génétique. Et la génétique a effectivement son importance. Certaines personnes naissent avec un risque plus élevé et certaines mutations se produisent de manière aléatoire au fil du temps. Mais le cancer n'est pas seulement une maladie génétique. Il est également profondément lié au métabolisme, à l'inflammation, aux hormones et à l'environnement à l'intérieur du corps. C'est pourquoi les choix alimentaires quotidiens comptent plus que beaucoup ne le réalisent. Votre corps n'attend pas passivement que la maladie se déclare. Chaque jour, il réagit aux signaux que vous lui envoyez. Lorsque vous mangez ou buvez quelque chose, votre glycémie peut augmenter. Votre insuline peut augmenter. Votre système immunitaire peut s'apaiser ou s'enflammer davantage. Vos bactéries intestinales peuvent être soutenues ou perturbées. Au fil du temps, ces petits signaux répétés peuvent déterminer si votre corps devient plus protecteur ou plus vulnérable. Cela ne signifie pas qu'un seul repas déterminera votre avenir. Cela ne signifie pas que vous devez craindre chaque bouchée de nourriture. Mais cela signifie que les habitudes comptent. Si votre alimentation quotidienne crée constamment une glycémie élevée, une insuline élevée, une inflammation chronique et une mauvaise santé intestinale, alors vous pourriez être en train de construire le type d'environnement interne où les cellules anormales ont plus de facilité à survivre et à se développer. C'est l'idée clé. Nous ne parlons pas de panique. Nous parlons de contrôle. Vous ne pouvez pas changer vos gènes, mais vous pouvez influencer la façon dont votre corps se comporte face à ces gènes. Et l'un des leviers les plus puissants dont vous disposez est ce que vous mangez et buvez chaque jour. Partie 2. Les boissons sucrées et le carburant, dont raffolent les cellules cancéreuses. L'un des risques alimentaires les plus sous-estimés n'est pas toujours la nourriture, c'est ce que les gens boivent. La plupart des gens savent déjà que les sodas classiques ne sont pas sains. Mais le même problème peut se retrouver dans les boissons énergisantes, le café sucré, les thés en bouteille, les jus de fruits et le bubble tea. Ces boissons peuvent libérer très rapidement une grande quantité de sucre dans la circulation sanguine, souvent sans fibres, sans grand sentiment de satiété et sans la digestion lente qui accompagne la consommation d'aliments entiers. Cela a son importance car de nombreuses cellules cancéreuses utilisent le glucose à un rythme inhabituellement rapide. Les cellules saines peuvent produire de l'énergie efficacement en utilisant de l'oxygène. Mais de nombreuses cellules cancéreuses dépendent fortement d'une voie plus rapide appelée glycolyse aérobie. Cela est souvent décrit par l'effet Warburg. En termes simples, les cellules cancéreuses peuvent se comporter comme un moteur bloqué à plein régime, exigeant constamment plus de carburant pour pouvoir se diviser et se développer. Et le glucose n'est pas le seul problème. Lorsque de grandes quantités de sucre pénètrent dans la circulation sanguine, le corps libère de l'insuline et de l'IGF-1. Ces hormones aident à réguler la glycémie, mais elles agissent également comme des signaux de croissance. Elles indiquent aux cellules de croître, de se diviser et de stocker de l'énergie.
Certaines cellules cancéreuses possèdent beaucoup plus de récepteurs d'insuline que les cellules normales, ce qui signifie qu'elles peuvent réagir encore plus fortement à ces signaux. C'est pourquoi le sucre liquide est si préoccupant. Il n'ajoute pas seulement des calories vides. Il peut rapidement pousser le corps vers une glycémie élevée, une insuline élevée et une signalisation de croissance plus forte. Au fil du temps, si ce schéma se répète tous les jours, il peut contribuer à créer le type d'environnement métabolique où les cellules anormales ont de meilleures chances de survivre et de se propager. Partie 3. Le jus de fruits n'est pas aussi innocent qu'il n'y paraît. L'un des exemples les plus surprenants est le jus de fruits. Beaucoup de gens pensent que le jus de fruits est automatiquement sain parce qu'il provient de fruits. Mais le corps ne réagit pas à un verre de jus de la même manière qu'il réagit à une pomme entière, une orange entière ou une poignée de baies. Lorsque vous mangez un fruit entier, vous consommez des fibres. Ces fibres ralentissent la digestion, réduisent la vitesse d'absorption du sucre et vous aident à vous sentir rassasié. Mais lorsque le fruit est transformé en jus, une grande partie de cette structure protectrice est éliminée. Ce qui reste est une boisson qui peut envoyer rapidement du sucre dans la circulation sanguine, même si l'étiquette indique qu'il s'agit de jus de fruits à 100%. De vastes études de population ont révélé que chaque petit verre supplémentaire de jus de fruits à 100% par jour était associé à un risque plus élevé de certains cancers, notamment le cancer du sein, le cancer colorectal et les cancers des voies biliaires, qui comprennent la vésicule biliaire et les canaux biliaires. Ces études montrent des associations et non la preuve absolue que le jus cause directement le cancer, mais cette tendance correspond à ce que nous savons sur le glucose, l'insuline et la signalisation de croissance à l'intérieur du corps. Il existe également une autre préoccupation avec certains jus de fruits, en particulier le jus de pomme, à savoir l'exposition possible à l'arsenic inorganique. L'arsenic est classé comme cancérigène et a été lié à des dommages à l'ADN et à la perturbation de la régulation des gènes. La même préoccupation peut s'appliquer au riz et aux produits à base de riz, bien que le fait de tremper et de rincer le riz avant la cuisson puisse aider à réduire l'exposition. Le but n'est donc pas de dire que les fruits sont mauvais. Un fruit entier est très différent d'un jus de fruits. La vraie question est la suivante. Les boissons que vous consommez chaque jour aident-elles votre corps à rester protégé ou le poussent-elles discrètement vers le type d'environnement que les cellules cancéreuses peuvent exploiter? Partie 4. Les aliments ultra transformés ne sont pas seulement de la malbouffe. Les boissons sucrées ne sont qu'une partie d'un schéma beaucoup plus vaste. Le problème majeur est la montée en puissance des aliments ultra transformés. Ce sont des aliments fortement industrialisés et fabriqués principalement à partir d'ingrédients raffinés plutôt que d'aliments entiers. Pensez aux collations emballées, à la restauration rapide, aux desserts industriels, à de nombreuses céréales pour le petit déjeuner, aux plats surgelés et aux aliments conçus pour se conserver longtemps en rayon. Ils sont pratiques, bon marché et conçus pour être si savoureux qu'il devient difficile d'arrêter d'en manger. Le danger ne réside pas dans un seul ingrédient. C'est tout l'environnement que ces aliments créent à l'intérieur du corps. Premièrement, de nombreux aliments ultra transformés peuvent provoquer des pics rapides de glycémie. Cela ne fait que renforcer le même problème d'insuline et de signaux de croissance dont nous avons déjà parlé. Deuxièmement, ils peuvent en favoriser une inflammation chronique de bas grade, et lorsque le corps est constamment enflammé, le système immunitaire peut devenir moins efficace pour détecter et contrôler les cellules anormales. Troisièmement, de nombreux aliments ultra transformés peuvent perturber le microbiome intestinal. Certains contiennent des additifs, tels que des émulsifiants, qui améliorent la moelle, la texture et la durée de conservation, mais qui peuvent également irriter la barrière intestinale et détériorer la santé de l'intestin. Lorsque la barrière intestinale est affaiblie et que l'inflammation augmente, le corps perd l'une de ses importantes couches de défense. Et il y a un autre problème. Les aliments ultra transformés chassent les aliments protecteurs de l'assiette. Plus les gens mangent de collations emballées et de restauration rapide, moins ils ont généralement de place pour les fibres, les légumes, les légumineuses, les fruits, les minéraux, les vitamines et les composés végétaux qui soutiennent la fonction immunitaire. Le problème n'est donc pas seulement que ces aliments sont riches en calories. Le problème plus profond est qu'ils peuvent remplacer les aliments mêmes dont votre corps a besoin pour se défendre.
Et au fil du temps, ce changement peut discrètement créer un environnement plus favorable à la maladie. Partie 5. Les aliments très salés et marinés peuvent endommager l'estomac au fil du temps. Une autre catégorie d'aliments qui mérite l'attention est celle des aliments très salés ou marinés. Cela ne signifie pas que tous les aliments conservés sont dangereux. Mais lorsque certains aliments sont extrêmement riches en sel et consommés souvent, ils peuvent créer des problèmes à l'intérieur de l'estomac. Des niveaux élevés de sel peuvent irriter et endommager la muqueuse gastrique. Au fil du temps, cette irritation répétée peut entraîner une inflammation chronique, et l'inflammation chronique est l'une des conditions qui peuvent rendre les tissus plus vulnérables aux changements favorisant le cancer. Ceci est particulièrement important lorsqu'on parle du cancer de l'estomac. Des études ont révélé que les personnes ayant un apport élevé en sel peuvent présenter un risque beaucoup plus élevé de cancer gastrique par rapport aux personnes qui consomment moins de sel. L'inquiétude devient encore plus forte lorsque les aliments conservés salés contiennent des composés qui peuvent former ou transporter des nitrosamines, connus pour endommager l'ADN. C'est pourquoi le cancer de l'estomac a historiquement été plus fréquent dans les régions où les aliments très salés ou conservés font régulièrement partie de l'alimentation. Le problème n'est pas seulement le sel lui-même. C'est la combinaison de l'irritation, de l'inflammation et de l'exposition à des composés qui peuvent nuire aux cellules au fil du temps. Donc encore une fois, le message n'est pas la peur, le message est la fréquence. Une petite quantité de temps en temps est différente du fait de faire des aliments très salés ou marinés une habitude quotidienne. Si l'estomac est constamment exposé à l'irritation, il peut devenir plus facile pour les dommages de s'accumuler silencieusement avant que quiconque ne s'en rende compte. Partie 6. La viande transformée est la partie la plus préoccupante du débat sur la viande. Nous devons maintenant parler de l'une des catégories d'aliments les plus débattues, la viande. Mais il est important de séparer deux choses qui sont souvent confondues. La viande transformée et la viande rouge non transformée ne sont pas la même chose, et les preuves les concernant ne sont pas d'une force égale. La viande transformée comprend des aliments comme le bacon, les saucisses, les hot dogs, les charcuteries et les viandes salées. Ces aliments ne sont pas de simples morceaux de viande, ils sont conservés, salés, fumés ou traités de manière à modifier leur chimie. C'est pourquoi la viande transformée montre systématiquement une association plus forte avec le risque de cancer, en particulier le cancer colorectal. L'inquiétude vient des composés utilisés lors de la transformation. De nombreuses viandes transformées contiennent des nitrites et des nitrates, qui aident à conserver la viande, à améliorer sa saveur et à maintenir sa couleur. Mais lorsque ces composés pénètrent dans l'environnement acide de l'estomac, ils peuvent former des nitrosamines. Certaines nitrosamines sont des cancérigènes connus, et l'une des principales façons dont elles causent des dommages est en altérant l'ADN. Cela a de l'importance car les dommages à l'ADN sont l'une des premières étapes du développement du cancer. Lorsque les cellules sont exposées de manière répétée à des composés qui peuvent endommager l'ADN, le risque de changements anormaux augmente avec le temps. C'est pourquoi la viande transformée est traitée beaucoup plus sérieusement que la viande rouge ordinaire. Il ne s'agit pas seulement de manger de la viande, il s'agit de la façon dont cette viande a été altérée avant d'arriver dans votre assiette. Donc s'il y a une catégorie de viande avec laquelle il faut être particulièrement prudent, c'est bien celle transformée que les gens mangent souvent de manière occasionnelle au petit déjeuner, dans des sandwichs ou comme repas rapides et pratiques. Et voici la question qui mérite réflexion avant de passer à la suite. Si un aliment est suffisamment pratique pour être consommé presque tous les jours, mais que sa transformation modifie la façon dont il se comporte à l'intérieur de votre corps, est-il vraiment aussi inoffensif qu'il n'y paraît? Partie 7. La viande rouge est plus nuancée que ne l'admettent la plupart des grands titres. La viande rouge non transformée est un tout autre sujet. Cela inclut la viande, qui n'a pas été salée, fumée ou transformée en produits comme le bacon, les saucisses ou la charcuterie. Le lien entre la viande rouge et le cancer, en particulier le cancer colorectal, existe bel et bien dans la recherche observationnelle. Mais il est plus faible et plus complexe que le lien observé avec la viande transformée. C'est là que beaucoup de gens sont confus, car les gros titres font souvent paraître le sujet simple. D'un côté, on dit que la viande rouge cause le cancer. De l'autre, on dit que les preuves sont faibles. La vérité est plus nuancée. Le cancer peut prendre de nombreuses années
voire des décennies, à se développer. Cela rend la recherche en nutrition extrêmement difficile. Dans un monde parfait, les chercheurs contrôleraient ce que des milliers de personnes mangent chaque jour pendant 20 ou 30 ans, puis compareraient les résultats en matière de cancer. Mais dans la vraie vie, c'est presque impossible. Les chercheurs s'appuient donc souvent sur de vastes études observationnelles. Ces études suivent compte de nombreuses personnes sur de longues périodes et recherchent des tendances. Par exemple, les personnes qui mangent plus de viande rouge peuvent avoir des taux plus élevés de cancer colorectal. La force de ces études est qu'elles reflètent la vie réelle sur de nombreuses années. Leur faiblesse est qu'elles ne peuvent pas tout contrôler. Les personnes qui mangent plus de viande rouge peuvent également manger moins de légumes, moins de fibres, plus d'aliments transformés ou avoir des modes de vie différents. Les chercheurs essaient d'ajuster ces facteurs, mais ils ne peuvent jamais éliminer toute incertitude. La meilleure approche n'est donc ni la panique ni le déni. Les preuves suggèrent que manger de la viande rouge tous les jours n'est probablement pas judicieux. Mais manger de la viande rouge non transformée 1 ou 2 fois par semaine, en particulier dans le cadre d'une alimentation riche en fibres et en aliments complets, est très différent de manger de la viande transformée tous les matins. La question la plus importante n'est pas seulement de savoir si la viande rouge est dans l'assiette, mais ce qu'elle remplace. Partie 8. Les fibres peuvent changer toute l'histoire. L'une des raisons pour lesquelles la viande rouge devient plus préoccupante n'est pas toujours la viande elle-même. C'est ce qui disparaît de l'alimentation lorsque la viande prend trop de place. Dans de nombreux régimes alimentaires, lorsque les gens mangent plus de viande rouge, ils mangent souvent moins de fibres. Ils peuvent manger moins de haricots, moins de légumes, moins de fruits, moins de céréales complètes et moins d'amidon résistants. Cela a de l'importance car les fibres sont l'un des facteurs de protection les plus puissants pour la santé du côlon. Les fibres aident à réguler la glycémie, elles ralentissent la digestion. Elles nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques. Et lorsque ces bactéries décomposent certains types de fibres, elles produisent des composés tels que le butyrate. Le butyrate aide à soutenir les cellules qui tapissent le côlon, réduit l'inflammation et peut aider à créer un environnement plus sain dans l'intestin. Il y a eu une étude intéressante où les participants mangeaient environ 300 grammes de viande rouge par jour. Cela a augmenté un marqueur lié au dommage de l'ADN dans le côlon. Mais lorsque les chercheurs ont ajouté 40 grammes d'amidon résistant, qui est un type de fibre, cette augmentation des marqueurs de dommage à l'ADN a disparu et est revenue à son niveau de base. Cela ne signifie pas que les fibres rendent une quantité illimitée de viande rouge inoffensive, mais cela montre quelque chose d'important. L'effet d'un aliment peut dépendre fortement du reste de l'alimentation qui l'entoure. Donc, si la viande rouge repousse les aliments riches en fibres hors de l'assiette, l'environnement intestinal peut devenir plus vulnérable. Mais si l'alimentation comprend toujours suffisamment de fibres provenant d'aliments comme les pommes de terre, les légumineuses, les bananes vertes, les légumes et les aliments végétaux complets, la situation peut être très différente. Partie 9. La façon dont vous cuisinez la viande peut également modifier le risque. Il y a un autre aspect que beaucoup de gens négligent. Il ne s'agit pas seulement du type de viande que vous mangez, il s'agit aussi de la façon dont cette viande est cuite. Lorsque la viande est grillée, frite ou cuite au barbecue à des températures très élevées, en particulier jusqu'à ce qu'elle soit carbonisée ou noircie, des composés nocifs peuvent se former. Deux groupes importants sont les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il a été démontré que ces composés endommagent l'ADN, et les dommages à l'ADN sont l'une des voies qui peuvent pousser les cellules vers le développement du cancer au fil du temps. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus jamais faire griller de la viande, mais cela signifie que la méthode de cuisson a de l'importance. Vous pouvez réduire les risques en limitant le temps que la viande passe directement sur une chaleur très élevée. Précuire la viande avant de la griller peut aider à raccourcir cette exposition. L'utilisation de marinades avec des herbes, de l'ail, des oignons ou du vinaigre peut également aider à réduire la formation de composés nocifs. Dans le même temps, il est préférable d'éviter les marinades sucrées qui brûlent rapidement et augmentent la carbonisation. Choisir des coupes plus maigres peut également aider, car moins de graisse s'écoulant dans le feu signifie moins de fumée remontant sur la viande. Et moins de fumée peut signifier moins de composés nocifs recouvrant la surface. Le message est donc simple.
Ne vous demandez pas seulement ce qu'il y a dans votre assiette. Demandez-vous comment cela a été préparé. Parce que le même aliment peut affecter le corps différemment selon qu'il est cuit doucement ou brûlé à une chaleur intense. Partie 10. Le véritable objectif est de rendre votre corps moins propice au cancer. Le but n'est pas d'avoir peur de la nourriture. Le but est de comprendre le schéma. Le risque de cancer n'est pas déterminé par un seul repas, un seul verre de jus ou un seul morceau de viande. Il est façonné par ce à quoi vous exposez votre corps de manière répétée au fil des mois et des années. Si votre routine quotidienne est remplie de sucre liquide, d'aliments ultra transformés, d'aliments conservés très salés, de viande transformée, de repas pauvres en fibres et de viande cuite à très haute température, alors votre corps peut être poussé vers plus de glucose, plus de signalisation de l'insuline, plus d'inflammation, plus de perturbations intestinales et plus de dommages à l'ADN. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous réduisez les boissons sucrées, limitez les aliments ultra transformés, évitez de faire de la viande transformée une habitude quotidienne, contrôlez les aliments très salés, mangez plus d'aliments riches en fibres et cuisez la viande de manière à éviter de la brûler et de la carboniser, vous commencez à orienter votre environnement interne dans une meilleure direction. Vous ne pouvez pas contrôler tous les risques de cancer. Vous ne pouvez pas changer votre génétique. Vous ne pouvez pas effacer le hasard. Mais vous pouvez influencer les conditions à l'intérieur de votre corps chaque jour. Et c'est là que réside votre pouvoir. De petits choix, répétés avec constance, peuvent rendre votre corps moins accueillant aux conditions que les cellules cancéreuses utilisent pour se développer. Pas par la peur, pas par la perfection, mais par la conscience, l'équilibre et de meilleures habitudes quotidiennes.